Bonjour à tous et bienvenue sur les tests de permutation. Jusqu'à présent, nous avons vu beaucoup de tests, les différents t-tests, le z-test ou encore l'ANOVA. Tous ces tests sont soumis à des conditions. Vous ne pouvez pas les utiliser dans n'importe quelle situation. Les tests qui sont soumis à des conditions sont appelés les tests paramétriques. Les conditions qui relient ces tests sont que les échantillons ont été sélectionnés de manière aléatoire, c'est-à-dire que les échantillons sont des échantillons probabilistes et que la distribution des moyennes des échantillons suit la loi normale. En parallèle de ces tests paramétriques, nous avons les tests non paramétriques. Ce sont les tests qui sont soumis à peu ou pas de conditions. L'un des tests non paramétriques les plus utilisés est le test de permutation. Ces tests sont extrêmement utiles, car en entreprise, nous travaillons souvent avec des échantillons de convenance, c'est-à-dire des échantillons non probabilistes. Avec ces échantillons, nous ne pouvons pas utiliser les tests paramétriques comme le t-test. Alors, dans ce chapitre, nous allons commencer par voir les tests de permutation pour deux groupes. Le test de permutation est un test non paramétrique qui compare deux groupes ou plus. Si le test compare deux groupes, nous comparons les moyennes entre ces deux groupes. En revanche, si le test compare plus de deux groupes, nous comparons les variances entre ces groupes. Le test de permutation est très différent des autres tests, car avec ce test, nous créons la distribution de l'hypothèse nulle, c'est-à-dire la distribution où il n'y a aucune différence entre les groupes. Alors, je pense que je vous ai perdu, donc reprenons depuis le début. Comment créer un test de permutation ? Imaginons que nous avons deux groupes, A et B. Le groupe B est en vert, vous comprendrez pourquoi par la suite. Nous mesurons la différence entre le groupe A et le groupe B. La première étape d'un test de permutation consiste à mélanger les échantillons A et B pour former un seul échantillon, que nous nommerons Z. L'échantillon Z ou la boîte Z comprend toutes les valeurs de A et B. Puis, à la deuxième étape, nous mélangeons l'échantillon Z. À la troisième étape, nous tirons sans remise depuis la boîte Z pour recréer un échantillon A et B de manière aléatoire. Ces échantillons qui viennent de l'échantillon Z se nomment ZA et ZB pour les différencier des échantillons originaux. Alors là, vous devez vous dire que dans les échantillons ZA et ZB, il y aura des valeurs qui vont se mélanger. Des personnes de l'échantillon A vont se retrouver dans l'échantillon B et inversement. En pensant cela, vous avez tout à fait raison. Mais rappelez-vous de l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle affirme qu'il n'y a aucune différence entre le groupe A et le groupe B. Les moyennes sont égales. Donc, si les deux groupes sont similaires, mélanger les échantillons ne pose aucun problème. Dès que nous avons nos échantillons ZA et ZB, nous passons à la quatrième étape, en mesurant la différence entre ces deux échantillons. Cela nous donne une valeur sous l'hypothèse nulle, que nous enregistrons dans un tableau. Puis, à la cinquième étape, nous répétons les étapes 2 à 4 des centaines ou des milliers de fois, afin d'avoir une distribution des moyennes des échantillons sous l'hypothèse nulle. Donc, nous avons créé une distribution des moyennes des échantillons sous l'hypothèse nulle de manière empirique. Maintenant que nous avons notre distribution sous l'hypothèse nulle, nous passons à la dernière étape, la sixième étape. Nous mesurons la différence observée entre A et B calculée au tout début par rapport à la distribution. Et nous posons la dernière question. Quelle est la probabilité que la différence observée ou plus soit due au hasard, sachant l'hypothèse nulle? Si la probabilité est inférieure au seuil alpha, nous rejetons l'hypothèse nulle.
Le test de permutation est très utile pour les petits échantillons qui ne respectent pas les conditions pour le t-test et tout autre test paramétrique. Si les échantillons sont grands, par exemple un échantillon de 100 000 personnes, ce test peut demander une puissance de calcul plus conséquente, car le seul moyen de l'utiliser est avec un logiciel de programmation comme Python. Mais il est tout à fait envisageable de l'utiliser. Quand vous voulez comparer 3 groupes ou plus avec un test de permutation, l'idée reste la même, sauf que vous ne comparez plus des moyennes entre les groupes, mais les variances entre les groupes. Vous recréez la distribution nulle et vous comparez cette distribution avec la différence observée. Il n'y a aucune condition pour réaliser un test de permutation. Alors, petite remarque, le test de permutation a 2 variantes. La différence réside dans le tirage. Dans l'étape où nous piochons dans la boîte Z, la 3e étape, nous pouvons soit piocher avec remise ou sans remise, mais la différence n'est pas très importante. Pour comprendre un test de permutation, le mieux est de pratiquer. Nous allons réaliser un cas pratique. Vous pouvez avoir accès au dataset ainsi que la résolution sur Python sur mon Kaggle. Le lien est dans la description. Vous travaillez pour une entreprise de jeux mobiles très populaire. L'entreprise travaille sur un nouveau jeu mobile nommé Cookie Cats. Le gameplay consiste à aligner au moins 3 cookies de la même couleur. Plus vous alignez de cookies et plus vous progressez dans les niveaux. Le jeu comporte une centaine de niveaux. À mesure que le joueur avance, il rencontre des portes qui l'obligent à attendre un certain temps avant de continuer. Le joueur a 2 choix, soit il peut attendre, soit payer pour débloquer la porte, ainsi passer au niveau suivant. Alors, il y a 2 buts à mettre une porte dans un jeu mobile. La première et la plus évidente est d'inciter le joueur à dépenser de l'argent. La deuxième, moins connue, est l'adaptation hédonique. Alors, l'adaptation hédonique est la tendance pour un joueur de prendre de moins en moins de plaisir au fil de l'activité. Un joueur qui décide de débuter une activité va prendre beaucoup de plaisir, mais au fur et à mesure de l'activité, son plaisir diminue. Un joueur qui prend peu ou pas de plaisir sera moins enclin à jouer de nouveau, et par conséquent de dépenser de l'argent. En ajoutant une porte, nous forçons le joueur à prendre une pause, afin de ne pas diminuer son plaisir sur le long terme. L'entreprise veut savoir si changer la porte du niveau 30 au niveau 40 augmente le nombre de parties jouées. Pour répondre à cette question, nous réalisons une expérience AB. Nous séparons de manière aléatoire les joueurs. 50% des joueurs rencontrent la porte au niveau 30 et 50% au niveau 40. L'expérience a duré entre 2 et 3 semaines. Quand vous effectuez une expérience AB avec un jeu vidéo ou un site internet, il est impératif que les groupes soient similaires. Alors, je sais, cela peut vous sembler évident, mais quand vous mettez en place l'expérience, vous ne contrôlez pas tout. Par exemple, si les joueurs rencontrant la porte au niveau 40, le jeu est plus lent et la porte s'affiche plus tardivement que pour ceux du niveau 30, ces petites différences entre les groupes constituent un biais et peuvent influencer les résultats de l'expérience. Il est donc important d'en être conscient. Le dataset comporte 90 189 joueurs avec 5 variables. La variable UserID représente l'index qui identifie le joueur. La variable version représente si le joueur était dans le groupe contrôle, c'est-à-dire la porte au niveau 30, ou le groupe traitement, c'est-à-dire la porte au niveau 40. La variable SumGameRounds représente le nombre de parties jouées par le joueur au cours des 14 premiers jours suivant l'installation. La variable rétention1 représente si le joueur soit revenu jouer au jeu un jour après l'installation. Et la dernière variable rétention7 représente si le joueur soit revenu jouer au jeu 7 jours après l'installation. Par exemple,
Le premier utilisateur a rencontré la porte au niveau 30, a joué 3 parties et n'est pas revenu jouer 1 jour et 7 jours après l'installation. Toutes les variables sont des variables catégorielles, hormis sum game rounds, qui est le nombre de parties jouées. La variable est une variable quantitative discrète. Alors pourquoi discrète? Parce qu'elle ne peut pas prendre des valeurs décimales. Aucun joueur n'a joué 12,5 parties, cela n'a pas de sens. L'objectif de cette expérience AB est de savoir si en modifiant la porte du niveau 30 au niveau 40, cela augmente le nombre de parties jouées. Après avoir défini l'objectif, quelle métrique allons-nous utiliser? Nous avons 3 métriques utiles, Sum Game Rounds, rétention 1 et rétention 7. Avec un test AB, nous devons avoir une seule métrique et effectuer un seul test. Alors, pourquoi me direz-vous? Parce qu'en utilisant plusieurs métriques à la fois, nous effectuons plusieurs tests statistiques. Plus nous effectuons de tests statistiques, plus nous augmentons la probabilité de faire une erreur de type 1, c'est-à-dire rejeter l'hypothèse nulle alors que la différence observée est due au hasard. Donc, avec plusieurs tests, nous augmentons considérablement la probabilité de faire une erreur de type 1. Si j'utilise les 3 métriques et j'effectue 3 tests statistiques avec un seuil alpha de 5% pour chaque test, la probabilité de commettre au moins une erreur de type 1 est de 14,3%, ce qui est énorme. Et c'est pour cette raison qu'avec un test AB, nous utilisons qu'une seule métrique pour effectuer un seul test. La métrique qui correspond le mieux à nos attentes est la variable Sum Game Rounds. Cette variable nous permettra de savoir si le changement de porte fait augmenter le nombre de parties jouées. Alors, nous aurions également pu utiliser le taux de rétention 7 jours après l'installation, pour savoir si la différence entre la porte au niveau 30 et 40 est significative. Pourquoi ne pas utiliser le taux de rétention 1 jour après l'installation? Avec le taux de rétention, nous voulons savoir si le changement de porte incite les joueurs à revenir plus souvent. Le fait que les joueurs reviennent 1 jour après l'installation n'est pas forcément dû à la porte, car il faut atteindre le niveau 30 ou 40 pour la voir. Donc, il y a peu de chances qu'un joueur a vu le changement. Cependant, au bout d'une semaine, le joueur aura sûrement vu la porte. Pour cette raison, si vous voulez utiliser une métrique pour mesurer la différence, utilisez plutôt le taux de rétention 7 jours après l'installation plutôt que 1. Un test peut être significatif mais pas forcément pertinent. Pour ce projet, comme nous n'avons aucune information sur la pertinence d'un test, nous allons considérer que si le test est significatif, il est forcément pertinent. Nous apprenons que lors de notre analyse de données, la variable Sum Game Rounds est une variable très asymétrique, car elle contient des valeurs extrêmes. En effet, certains joueurs ont joué plus de 50 000 parties. Si nous prenons la moyenne, en moyenne, un joueur a joué 51 parties sur les 2 semaines après son installation. Cependant, si nous prenons la médiane, le nombre de parties médian pour un joueur est de 16 sur les 2 semaines. Donc, nous avons une grande différence entre la moyenne et la médiane. Analyser cette variable avec la moyenne et l'écart type risque de biaiser nos conclusions. Nous allons plutôt utiliser l'écart type. 25% des joueurs ont joué moins de 5 parties sur les 2 semaines, ce qui est très peu. Il sera intéressant pour l'entreprise de savoir pourquoi. Une idée serait simplement de créer un questionnaire fiable et valide qui demanderait l'avis de ses joueurs. 75% des joueurs ont joué moins de 51 parties. En d'autres termes, 25% des joueurs ont joué plus de 51 parties. C'est-à-dire que nous avons 2 groupes bien distincts. Un groupe qui joue moins de 5 parties et un autre groupe de fans qui joue plus de 51 parties. Alors, nous venons d'apprendre que la variable pour le test AB est asymétrique, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs extrêmes. Cela pose un problème pour l'expérience AB, car cela risque de biaiser le résultat.
Pour remédier à ce problème, nous avons deux possibilités. Soit enlever les valeurs extrêmes, soit remplacer la moyenne par la médiane. Dans notre cas, nous allons faire les deux possibilités et voir quelle est la meilleure. Si nous continuons notre analyse de données, 56% des joueurs ne sont pas revenus jouer au jeu un jour après son installation. C'est-à-dire que 44% des joueurs sont revenus jouer un jour après l'installation, ce qui est une très bonne rétention. Tandis que 82% des joueurs ne sont pas revenus jouer au jeu 7 jours après l'installation, baissant le seuil à 18%. Donc en une semaine, nous passons d'une rétention à 44% à 18%. La rétention chute énormément en seulement une semaine. Il serait intéressant de trouver une idée pour améliorer la rétention du joueur 7 jours après l'installation. Une idée serait d'ajouter des cadeaux journaliers pour chaque première partie jouée. Nous pourrons tester cette idée en effectuant un test AB. Il nous faut maintenant traiter les valeurs extrêmes. 1% des joueurs ont joué plus de 493 parties. Comme nous avons un très grand dataset, nous allons simplement supprimer les 1%. Si nous comparons les moyennes avec et sans les valeurs extrêmes, nous passons d'une différence de moins 1,15 à une différence de moins 0,26. Dans les deux cas, les joueurs rencontrant la porte au niveau 30 ont effectué plus de parties que les joueurs rencontrant la porte au niveau 40. Donc nous savons déjà que mettre la porte au niveau 40 n'augmente pas le nombre de parties. Mais nous pouvons aller plus loin en calculant la probabilité que la différence observée soit due au hasard. Peut-être que la porte au niveau 30 augmente le nombre de parties par rapport à la porte au niveau 40. Nous observons que les deux distributions sont asymétriques, car il y a encore des valeurs extrêmes. Nous observons que le taux de rétention 7 jours après l'installation pour les joueurs rencontrant la porte au niveau 30 est légèrement plus élevé que la porte au niveau 40. Nous avons un échantillon de convenance, c'est-à-dire un échantillon de joueurs qui ont été sélectionnés en raison de leur disponibilité. Bien que l'échantillon ait été séparé de manière aléatoire en deux groupes, l'échantillon initial a été choisi par sa disponibilité. Si nous voulions un échantillon aléatoire, il fallait choisir de manière aléatoire n joueurs à partir de l'ensemble de la population. Par exemple, si nous avons 1 million de joueurs, nous piochons de manière aléatoire 10 000 joueurs qui vont constituer l'échantillon. Puis nous séparons en deux groupes. Ce qui n'a pas été fait car un échantillon aléatoire coûte extrêmement cher. Comme l'échantillon est non probabiliste, nous allons prendre un test non paramétrique. Nous avons choisi le test de permutation. Commençons par le test statistique avec les médianes. Nous voulons savoir si le nombre de parties médian est plus élevé pour les joueurs rencontrant la porte au niveau 30 qu'au niveau 40. L'hypothèse nulle affirme qu'il n'y a aucune différence entre la disposition des portes. Les médianes sont égales. On note H0, med30 est égal à med40. Tandis que l'hypothèse alternative affirme qu'il y a une différence entre la disposition des portes. Les médianes sont différentes. On note H1, med30 est différent de med40. Nous choisissons un seuil alpha de 5%, c'est le seuil par défaut. C'est-à-dire que nous rejetons l'hypothèse nulle si la probabilité d'observer une différence aussi grande ou plus est inférieure à 5%. Nous mesurons les médianes des deux groupes. Cela constitue la différence réelle. Dans notre cas, la différence est de -1. Pour créer le test de permutation, nous mélangeons les échantillons de la porte au niveau 30 et 40 dans une boîte Z. Puis nous recréons deux échantillons, Z30 et Z40.
nous mesurons les médianes que nous ajoutons dans une liste. Et nous répétons ce processus 10 000 fois pour avoir 10 000 différences. Nous observons que nous n'avons que 4 barres dans l'histogramme, ce qui est normal car nous avons une variable quantitative discrète, c'est-à-dire des valeurs entières. Dans ce cas, utiliser la médiane pour un test statistique n'est pas très intéressant. Si nous avions eu une variable continue comme le salaire par exemple, cela aurait été beaucoup plus intéressant car nous aurions eu des différences plus précises, comme 1,2, moins 2,8, moins 3,3, etc. Avec ce type de différence, nous aurions pu estimer la probabilité que la différence observée soit due au hasard. Donc, même si théoriquement il est intéressant d'utiliser la médiane pour un test statistique, en pratique cela est beaucoup plus compliqué. Donc nous allons rester sur la moyenne. Nous voulons savoir si le nombre de parties moyen est plus élevé pour les joueurs rencontrant la porte au niveau 30 qu'au niveau 40. L'hypothèse nulle affirme qu'il n'y a aucune différence entre la disposition des portes. Les moyennes sont égales. On note H0, mu30 est égal à mu40. Tandis que l'hypothèse alternative affirme qu'il y a une différence entre la disposition des portes. Les moyennes sont différentes. On note H1, x30 est différent de x40. Nous gardons le seuil alpha de 5%. Nous recréons le test de permutation, mais cette fois-ci en comparant les moyennes. Si nous obtenons un test supérieur à 0,94 ou inférieur à moins 0,93, la probabilité d'observer une différence aussi extrême ou plus, sachant l'hypothèse nulle, est inférieure à 5%. Dans notre cas, le test de permutation est égal à moins 0,26. Il est dans la zone d'acceptation. Donc nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle. Modifier la porte du niveau 30 à 40 n'a aucun impact sur le nombre de parties jouées. Alors, évidemment, il est toujours possible de réaliser une erreur de type 2, mais avec un échantillon de 90 000 joueurs, il est très rare que cela s'est produit. Alors, si vous vous demandez comment j'ai trouvé l'intervalle moins 0,93 et plus 0,94, voici l'explication. J'ai simplement calculé les percentiles 2,5 et 97,5. Le percentile 2,5 signifie que 2,5% des différences ont une moyenne inférieure à moins 0,93. Et le percentile 97,5 signifie que 2,5% des différences ont une moyenne supérieure à 0,94. En combinant ces deux valeurs, nous obtenons nos limites. Nous pouvons aller plus loin et utiliser l'intervalle de confiance de 95% afin de déterminer la différence réelle entre nos échantillons. Pour calculer cet intervalle de confiance, nous allons utiliser une méthode différente des tests paramétriques. Avec les tests paramétriques, il nous suffisait de faire la différence observée moins 2 erreurs types de la moyenne et la différence observée plus 2 erreurs types de la moyenne. Nous pouvions utiliser cette méthode car la distribution des moyennes des échantillons suit la loi normale. Cependant, avec le test de permutation, les distributions ne suivent pas forcément la loi normale. Dans notre cas, même si elle suit la loi normale, nous allons utiliser la méthode générale avec les tests de permutation. Pour trouver l'intervalle de confiance de 95%, nous allons utiliser les percentiles 2,5 et 97,5 de la distribution des différences sous l'hypothèse nulle, afin d'atteindre 95% de couverture. Le percentile 2,5 est égal à moins 0,93, ce qui constitue la limite inférieure. Le percentile 97,5 est égal à 0,94, ce qui constitue la limite supérieure.
Nous pouvons être confiants à 95% que l'intervalle moins 1,20 et 0,68 couvre le paramètre. C'est-à-dire que nous sommes confiants à 95% que le paramètre, c'est-à-dire la différence réelle entre les deux échantillons, se situe entre moins 1,20 et 0,68. Bon, comme le test statistique n'est pas significatif, calculer l'intervalle de confiance n'est pas très utile. Donc voici comment utiliser le test de permutation pour deux groupes. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment l'utiliser pour 3 groupes ou plus.